Salut, salut, Eric Perrou. Allez, on est le 13 juin, déjà, putain, il me fait chier. 2025, il est, tiens, 7h pile. À ma marche, c'est mot. En Bulgarie, où je réside, encore et toujours. Bon, alors pourquoi je vous fais une vidéo tout de suite? Pour ça, tiens, je sais pas si on va le voir. Oh merde, non, ben voilà. Voilà pourquoi je vais vous faire une petite vidéo. Donc, je redis à ceux qui n'auraient pas intégré le truc, c'est que je vis depuis 6 ans maintenant en Bulgarie. Oui, moi, ça fait 6 ans que j'ai compris que la France c'était mort. Bien. Et donc, je suis dans ce pays charmant. On y vit très très bien, très très loin du stress. Mais vraiment, très très loin du stress français, ça n'a rien à voir. Et puis, je dirais, il y a 6 ans, surtout, il y a 6 ans quand je suis arrivé, on allait récupérer du pognon à la banque, on vous posait pas de questions, vous pouviez sortir énormément vous pouviez sortir 30 000 euros, 30 000 leva, je veux dire, 30 000 leva, donc 15 000 euros à peu près, dans la journée. C'était vraiment pas un problème. Si ils vous demandaient, si vous pouviez nous prévenir pour être sûr qu'on ait ça, ils l'ont toujours. Parce que je vois, moi donc je suis à l'agence UBB de Elovo. Donc il y a la caissière qui est là, il y a je crois 5 ou 6 caméras, rien que la partie caisse. 5 ou 6 caméras, imaginez bon. Et donc il y a une pièce derrière, donc elle ouvre avec un code, etc. Et quand elle l'ouvre, on voit sur les racks les piles de billets, je veux dire, donc il n'y a pas de souci. Ici, c'est vraiment, encore un peu maintenant quand même. Mais vous allez voir, je vais vous dire ce qu'ils me racontent là dans leur message. Parce que c'est en train de changer. Mais c'est encore un de ces pays, parce qu'il y a plusieurs pays comme ça, où l'économie tourne essentiellement autour du cash. Vous achetez une voiture, vous la payez. De toute façon, il n'y a pas de chèque déjà. Déjà, il n'y a pas de chéquier. Bon. Donc, tout ce qui se passe entre particuliers, déjà, premièrement, c'est forcément en cash. Bah oui, un particulier, il ne prend pas une carte de crédit. Une carte de bancaire, attention. Il faut faire attention aux mots ici. Et puis, au niveau du commerce, je dirais qu'au moins 70% de ce qu'on appelle déjà les supermarkets, ou les épiceries, donc les petites, je parle des petites, je parle pas des petits markets, je parle pas des centres comme ça, si tu n'as pas du cash, ils prennent pas la carte. Alors, eux, aller payer une commission à un banquier pour encaisser leur pognon, c'est va te rouler, moi tu me payes en cash, ou alors tu m'achètes rien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, on a toujours du cash. Toujours du cash, tu as toujours du cash sur toi. Voilà. Alors, et puis ça a commencé à changer. Il y a, ça doit faire 5 ans peut-être maintenant, 4 ans et demi, 5 ans. Un coup, je vais chercher donc pour payer des matériaux, des salariés d'ailleurs, des ouvriers. Et je demande 10 000 leva, 5 000 euros. Et là, je vois qu'il y a une commerciale de la banque. Donc, j'étais face à la caissière. Elle vient avec un papier. Je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, à partir de 10 000 leva, il faut remplir ça, bien. Bon. Ça, c'était la couille, évidemment, de l'Union européenne qui commençait à s'installer avec la mise en application des réglementations, etc. Mais, c'est pour ça que j'adore ce pays. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais je lui dis, si je prends que 9 900, elle me dit, on remplit pas le papier. Eh ben, je dis, voilà, madame, vous me donnez 9 900. Mais en plus, dans la même journée, je pouvais revenir plusieurs fois chercher 9 900. Ça leur posait aucun souci. Voilà. Et puis, on sent le poids des réglementations européennes. J'ai été invité à me rendre dans mon agence il y a 2-3 mois de ça. J'ai mis un peu de temps à y aller. Bon, j'ai dit vas-y, parce que le discours c'était si vous ne venez pas, on peut bloquer votre compte. Ouais, je dis merde.
Donc je me suis rendu là-bas, et elle a passé au crible l'intégralité de mon dossier, avec mon adresse, avec mon numéro de téléphone, avec enfin tout ce qu'il fallait. Ça a mis une plombe, quoi, hein. On a dit, non, hein. Donc, la lourdeur de cette administration de l'euro et de l'Europe, donc, et de l'euro, commence à s'implanter ici. Et puis là, ben voilà, c'est pour ça que je viens de vous en parler. Et bien là, ce matin, il y a cette fameuse communication. Alors, je vous l'ai fait lire tout à l'heure, vous avez de l'argent liquide, point d'interrogation, venez le déposer sans frais. Alors déjà, tu rigoles, le mec dit, tu m'amènes ton pognon, tu verras, je te prends pas de frais, c'est sympa. Alors, on n'est pas obligé, comme aurait dit Coluche. Bon. Alors, aucun frais pour un dépôt en l'EVA dans une agence UBB ou un distributeur automatique jusqu'au 5 août 2025. Alors, pourquoi jusqu'au 5 août 2025? Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Ah oui, il va se passer quelque chose. On continue. Demandez un forfait pour particulier auprès de UBB pour la période du 9 juin au 5 août 2025, sans frais de service la première année. Alors, vous n'avez plus besoin de garder tout votre argent à la maison. Ah oui. Amène-moi le pognon, tu vois, je vais m'en occuper. Venez déposer des LEVA sans frais dans une agence UBB ou un distributeur automatique. Bon, ça, je vous l'ai lu. Mais c'est qu'il le répète. Hein. Bah oui, faut que ça rentre. Alors, devenez client et découvrez le forfait sans frais, machin, etc. pour les 12 premiers mois. Bon, après, il y aura des frais, évidemment. Alors, dépose sans frais dans une succursale du guichet automatique. Bon, ils répètent hein, quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Donc, du 9 juin au... là, c'est au 5 août. Oui, bon. UBB propose aux personnes physiques ayant le statut de consommateur au sens de la loi sur les services et systèmes de paiement de déposer, donc pas les entreprises, de déposer gratuitement, c'est gentil, des billets en LEVA sur tous leurs comptes et dépôts. Ce service sera disponible en caisse sans limite de montant déposé et ça vous allez voir par contre, sans limite mais quand même, on sait jamais, bon. Non mais moi il me faut marrer. Hein. Dans la limite du plafond journalier. Ah, il y a quand même un plafond. Hein. L'offre n'inclut pas les contributions de tiers ni le dépôt de pièces. Ah, bon, on peut pas amener ces pièces de monnaie. Alors, cette offre s'adresse aux personnes physiques ayant le statut consommateur. Ça, tu l'as déjà lu, ma poule. Ah non, c'est qu'il le répète. Ah non, il répète. Ah mais il se répète beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes. Là, attendez, on va aller sur ce que... Tiens, j'avais pas lu ça. Français, indépendamment du fait que le dépôt de fonds, respectivement, c'est un problème de traduction, hein, la transaction soit effectuée par le biais d'une opération unique ou de plusieurs opérations liées, les clients sont tenus de déclarer l'origine de ces fonds. Ah, c'est pour les Français, tiens. En remplissant une déclaration conforme à l'article 66, alinéa 2 de la, mais je sais pas quoi, avant d'effectuer la ou les opérations ou transactions concernées, afin de se conformer aux dispositions de la loi sur les mesures anti-blanchiment d'argent, et dans les cas d'une opération, une transaction égale ou supérieure, équivalente en LEVA, de 5 000 euros. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est 10 000 LEVA. Voilà. Ou leurs équivalents ayant. Alors, la campagne vise, voilà, on y vient, à faciliter le processus de préparation des clients de la banque à l'adoption de l'euro en Bulgarie. Ils vont y arriver, ces couillons. Alors, je vous dirais que, pour ma part, j'ai réfléchi depuis un moment. Je fais énormément confiance au peuple bulgare qui manifeste régulièrement en ce moment pour rejeter, en disant non, nous on veut garder notre monnaie c'est notre indépendance, donc votre euro, on n'en veut pas. Bon, maintenant on sait que les gouvernements en place, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, ils font leur vie,
Sauf à dire quand même que ici on n'est pas en France. On n'est pas en France et il pourrait y avoir des débordements très très graves quand même. Hein. Donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et puis je vous ai fait il y a quelque temps de ça, à l'occasion de décès d'un certain nombre de nos amis, j'allais dire délinquants, je cherchais, résistant, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, et puis on vient d'apprendre effectivement le décès de Éric Dénessé. Alors Éric Dénessé, c'était qui? Donc il avait 62 ans. Il a été retrouvé sans vie hier. Ancien officier du renseignement. Ah merde. Il a ensuite fait carrière dans l'intelligence économique et était le fondateur et directeur du CF2R officiel. La thèse du suicide ne semble pas convaincre ses proches pour le moment. Nous nous renseignons sur le présent là. Notons qu'il était l'un des premiers à avoir analysé et documenté la guerre économique que les États-Unis mènent à la France. En cette qualité, il était aussi l'un de nos contributeurs. Donc ça, c'était, je crois que c'est TV Liberté qui a communiqué ça. Non, c'est pas. Bon, je sais plus, on s'en fout. Donc voilà, cet homme ancien des renseignements. J'ai trouvé une autre parution qui nous dit quand même que finalement c'est encore une mort suspecte et qu'il y aurait eu, alors j'ai pas eu d'infos là-dessus, le décès déjà très surprenant de 5 agents de la DGSI. Si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse, parce que ça, j'ai rien vu passer là-dessus. Mais ça commence à faire vraiment beaucoup. On sent qu'il y a un vent de panique, de toute façon. Je pense que ce qui est en train de se passer à Gaza est en train de créer une unité mondiale autour et surtout contre le sionisme. Ce qui est tout à fait nouveau. Hein. Il y a encore quelques semaines, voire non, un peu plus maintenant, quelques années, 2 ans maximum, être anti-sioniste, c'était être antisémite, etc. Et puis, vu les exactions de l'armée de Tsahal, d'ailleurs c'est dingue, parce que les mots nous parlent, hein. C'est un peu comme la parole des oiseaux, là. Tsahal, ça fait sale, vous voyez. Et c'est complètement ça. Et moi, c'est vrai que quand je vois ce qui se passe, aux États-Unis, il y a encore un autre contexte, mais dans tous les pays, que ce soit au Portugal, que ce soit en Amérique du Sud, etc., en Asie, en Corée du Sud, Corée du Nord, des manifestations pour dénoncer ce que Tsahal, donc ce que Israël, le gouvernement israélien est en train d'assassiner, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est un assassinat, des milliers et des milliers, entre autres, d'enfants. On parle des enfants, mais il y a aussi les adultes, qui sont des victimes. Mais c'est vrai que, je crois que l'image la plus dramatique d'ailleurs de ça, c'est de se rendre compte que les snipers, ils sont comme au jeu de foire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins, de chirurgiens sur place qui nous en ont parlé, donc je les crois tout à fait, et qui nous disent que régulièrement, quand on leur ramène les enfants, ils ont pris une balle dans la tête, voilà. Donc un sniper qui tire qui vise un enfant, déjà c'est une ordure, parce qu'un enfant, il n'est pas de Tsahal, il n'est pas du Hamas, je veux dire, c'est pas un membre du Hamas, et en plus, voilà, le vise, quoi. On lui tire dans la tête, comme au jeu de foire, voilà. Donc c'est vrai que je sais pas comment cette histoire va se terminer. Il y a le petit scandale,
Mais au moins, vous me direz, ça fait parler les gens quand même. Bah de ce voilier de la liberté qui se rendait à Gaza, qui a été intercepté par la marine israélienne dans les eaux internationales. Donc c'est un acte de guerre, je veux dire. Voilà, c'est hors du droit international. Maintenant, on sait bien, de toute façon, que depuis des décennies, mais vraiment de nombreuses décennies, Israël est régulièrement condamné par l'ONU, par la Cour pénale internationale, etc. Voilà, et finalement, bah, tout se passe bien pour eux, parce qu'il n'y a jamais de condamnation nominem, je veux dire ad hominem. Donc, ils sont protégés, Alors, ils étaient protégés, oui, mais jusqu'à un certain moment. Parce que là, Donald Trump, Donald Trump est en train de lâcher qui? Il est en train de lâcher quelqu'un qu'il n'a jamais apprécié d'ailleurs, Netanyahou. Il est en train de lâcher le gouvernement israélien. Et je crois que c'est vraiment là qu'il faut... mais je vous en ai parlé X fois. Oui, il ne faut pas confondre le sionisme et le sionisme. Il y a le sionisme agressif, ceux des colons en Cisjordanie, ceux de la politique, voilà, ce sionisme invasif et assassin de certains membres de Tsahal. Mais il y a un autre sionisme qui est que moi je ramenais plutôt à un rapprochement familial, c'est-à-dire que il y a des juifs dans le monde entier qui se sentent moins à l'aise finalement, surtout en ce moment, dans ces pays respectifs et qui se disent on a une grand-tante, on a un père, on a un cousin, machin, qui s'est installé depuis des décennies en Israël, finalement on va aller nous aussi s'installer en Israël. Pas dans l'esprit de dire on va en Israël pour s'installer sur le territoire palestinien, mais on va rejoindre ce qui est aujourd'hui réellement Israël au titre de 1967. Donc, si vous voulez, il y a deux interprétations. Et j'ai toujours pensé, parce qu'on dit, ouais, mais Trump, il est pro-juif. Oui, mais pro-juif, c'est pas pro-sioniste. Ouais, j'en ai souvent parlé. Trump est un homme de paix. On pense qu'on veut de lui, vous ne m'enlèverez pas, c'est un homme de paix. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'entité israélienne en terre palestinienne, oui, bien sûr, ça fait 80 ans, subsiste dans la paix, je dis bien. C'est-à-dire que les colons qui sont en total crime, quelque part, en s'installant dans la terre de Palestine, contre toutes les entités internationales qui disent non, là, je suis désolé, vous n'êtes pas chez vous. Eh bien, Trump dit gardons cet Israël. Si c'est un Israël de la paix, par contre, il faut effectivement qu'il y ait un territoire palestinien qui subsiste. Alors, ce qui n'a pas parlé dans le sens effectivement de Trump, c'est le fait que son gendre soit juif et a priori, j'ai bien a priori, relativement proche de Netanyahou. C'est son gendre qui l'avait représenté d'ailleurs avec sa fille lorsqu'il y a eu entre guillemets l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce qui avait fait un peu scandale. Mais on n'en parle plus trop de Jared d'ailleurs, on n'en parle plus trop. Est-ce qu'il a été écarté? Je sais que, pour vous rafraîchir la mémoire, Donald n'a pas toujours
était très content de Jared. Lorsque Donald Trump a pris le pouvoir sur son premier mandat, il avait donné justement un poste qui avait accès au secret défense à Jared Kushner. Et puis Jared Kushner, pour faire un peu comme beau papa, s'était acheté une tour un peu à l'équivalent de la Trump Tower. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas suffisamment de pognon. Et ce con, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, avait emprunté de l'argent, entre autres, à George Soros. Or, George Soros est en guerre ouverte depuis toujours, je crois, quasiment, contre Donald Trump. Ils ne peuvent pas se saquer, ceux-là. Et lorsque Donald Trump avait appris effectivement cette transaction, eh bien, il avait retiré l'habilitation au secret défense à Jared. Alors, c'est pas officiel ce que je vais vous dire, mais à mon avis, c'est ce qui s'est passé. C'est que c'est Donald qui a remboursé la dette de Jared auprès, entre autres de George Soros. Et quand il n'a plus eu finalement de lien, de dépendance, je dirais, économique entre Jared et George Soros, eh bien, il lui avait redonné l'habilitation secret défense. Donc, vous voyez que Donald Trump, c'est quelqu'un qui fait la part des choses, c'est-à-dire. Bon, là maintenant, effectivement, j'ai plus trop de nouvelles de Jared, mais tant mieux, parce que de toute façon, je pense que c'est un petit con. Bien, allez, je vous termine là-dessus, juste pour que vous essayiez de comprendre quelle peut être la position de Donald Trump par rapport à Israël, par rapport aux Israéliens, et par rapport à Netanyahou. Là, franchement, ils sont pas copains du tout. De toute façon, je sais pas si Netanyahou possède encore beaucoup de copains, beaucoup d'amis de par le monde, parce que vu que les peuples sont en train de se lever, nos politiques sont pas des gens très fuchutes et surtout pas très courageux. Donc un président qui fera encore allégeance à Netanyahou, je pense que, je dis pas que ses jours seraient comptés, mais son poste de président, oui peut-être, ou de Premier ministre. Bien, je vous laisse, il est 7h22, donc j'ai parlé 22 minutes. Je suis bavard, hein. Et puis, ben, je vous laisse. Je vous mets d'ailleurs, je vous le mets lorsque je vous en parle, le petit article que j'ai piqué sur X concernant le décès d'Éric Dénessé. Les jours qui viennent, on va en apprendre un peu plus. Apparemment, certains ont voulu faire croire qu'il s'était suicidé. Qu'il y a quelques jours avant son décès, il avait fait une intervention. Alors je sais plus si c'est... Non, c'est pas Télé Liberté. Je sais plus sur quelle chaîne. Enfin bon, c'est quelqu'un de très engagé, quoi. Donc, et puis qui avait dénoncé, entre autres, le lobby sioniste, ça c'est clair. Et les Américains aussi. Il avait aussi dénoncé les États-Unis. Enfin, ça tombe un peu comme des mouches. Je vous embrasse, je vous aime. Ouais, ciao.